Alors, bienvenue à chacun et chacune pour cette nouvelle lune de novembre. Donc là, on est en 2023. Et bien sûr, vous pourrez écouter ce conte à partir de la nouvelle lune du 11e cycle lunaire. Voilà, je vous laisse le temps d'arriver. Je viens juste de terminer le cours de yoga de ce soir. Super court. Ce nouveau cycle lunaire. Et nous avons, ça y est, clôturé le cycle de la tisseuse. Et nous voici dans le cycle de la grande femme qui marche. Voilà. Donc, je vous invite à prendre quelques respirations, à prendre le temps de bien vous installer. Voilà. Donc, si il y en a qui ne me connaissent pas encore, je lis un conte à chaque nouvelle lune en direct. Et vous pouvez y assister de chez vous ou bien ici avec moi dans le Gard. À la frontière de l'Hérault, entre la mer et la montagne. Vous trouverez ce qu'il faut, les informations sous cette vidéo. Bien sûr, vous pouvez me contacter pour avoir des renseignements pour le processus d'accompagnement autour des 13 mères originelles. Alors, maintenant que vous êtes bien installés, si vous voulez, il y a toujours le chat qui est disponible. Vous pouvez intervenir au besoin. Alors, cette grande femme qui marche, vous allez voir, c'est encore un conte merveilleux. Souvent, j'utilise ça à l'intérieur de moi, la grande femme qui marche. Je la sollicite. On est parti. Ouvrez grand vos oreilles du cœur. La grande femme qui marche. Tu t'avances dans la beauté, mère, permettant à tous de voir la gloire du grand mystère qui a fait libre ton esprit. Guidé par ta bénédiction intérieure, que tu exprimes par ta démarche agissante, sans jamais avoir besoin de l'approbation d'autrui. C'est la vérité de ton cœur qui gouverne. Avec concentration et droiture, tu m'apprends comment marcher en équilibre entre pensée et action, au lieu de parler inconsidérément. Je me tiens droite en ta présence. Je tiens ma tête haute, avec mes pieds enracinés dans la terre-mère et mes bras embrassant le ciel père.
Dans le livre, en plus, vous trouverez donc une introduction, si on peut appeler ça introduction, avec tous les enseignements résumés de la mère. Nous, on va passer au conte. Sur la piste de la vérité. La grande femme qui marche entendait le bruit du vent qui déferlait contre ses tempes et les coups de tonnerre résonnaient dans son cœur, faisant vibrer tout son corps. Elle vit l'estompe de verre sur la clairière qui marquait l'entrée dans la forêt. En pénétrant sous les arbres, elle ralentit un peu son allure. Elle esquivait avec agilité les ronces sans casser de petites branches ni déranger le sous-bois. Rapidement, elle traversa en silence l'épaisse étendue boisée à la poursuite de son but. Les pépiments de ceux qui ont des ailes s'arrêtèrent soudain et la grande femme qui marche se retrouva stoppée, comme suspendue dans le silence. Lorsque son cœur ralentit enfin son rythme à tout rompre, elle put entendre le faible, presque imperceptible bruit d'un gros animal près de là. Elle fit attention pour se retourner et releva la tête pour regarder vers la cime des arbres. Son regard croisa celui de Dieu à l'éclat doré et perçant. Le gros chat était perché sur la robuste branche d'un sycomore, prêt à sauter sur elle. La grande femme qui marche rassembla tout son courage pour ne pas détourner les yeux de ce regard ancré sur elle, montrant par là son courage naturel, même confrontée à la bravoure d'une lionne des montagnes. Pour une raison inconnue, la lionne s'assit tout bonnement et, sans plus manifester d'intérêt pour la femme au-dessous, entreprit de se lécher les pattes et de lisser son pelage. La grande femme qui marche n'allait pas rester à attendre la suite. Elle déguerpit par l'espace qui s'ouvrait devant elle et continua son chemin en grande hâte. Elle retrouva bientôt sa foulée, qui permettait à son corps de garder l'équilibre à partir de son centre de gravité. Sans que son pied heurte ou écrase de brindilles, elle avançait comme si elle flottait sur le sol de la forêt primitive. Elle coupa à travers les broussailles et se tailla un chemin jusqu'à un sentier parsemé de violettes sauvages et de fraises, à l'orée du bois, à l'orée de la forêt, qui bordait un petit cours d'eau. La grande femme qui marche traversa le ruisseau en 3 enjambées, éclaboussant d'eau tout autour d'elle et bondissant souplement sur la colline de l'autre côté, couverte de verges d'or et de trèfles rouges. La mère de clan savait que c'était la dernière ligne droite de sa course et elle concentra toute sa force dans ses jambes puissantes. Elle courut sans s'arrêter, dépassant une prairie jonchée de tiges aux grains dorés et gravissant la dernière colline en larges enjambées. Monter la pente était difficile. Mais la mère de la persévérance fit face au défi en changeant son allure et en respirant plus profondément, malgré sa poitrine qui lui faisait mal, pour inciter son corps à s'ajuster aux nouveaux mouvements de la fin du parcours. Quand la grande femme qui marche arriva au sommet, elle fut accueillie par les visages ébahis de ses amis du clan de l'eau, la tribu avec qui elle avait passé l'hiver. Ils comptèrent alors un quart du temps du trajet de Grand-Père Soleil à travers la nation du ciel avant qu'un autre coureur n'apparaisse. La course était un jeu d'été qui développait camaraderie et compétition constructive et que la mère de clan utilisait là pour enseigner au clan de l'eau
l'endurance et la persévérance. La nuit venue, alors qu'ils étaient rassemblés autour du feu sous les étoiles qui scintillaient, leur ventre rassasié par un festin, la grande femme qui marche saisit l'occasion pour les instruire. Elle était connue pour s'exprimer en peu de mots. Les membres du clan de l'eau l'écoutèrent donc avec attention. Elle leur parla de l'intérêt de diversifier leur chemin dans la forêt, de trouver de nouvelles façons d'aborder leurs tâches habituelles. Elle leur expliqua de quelle manière elle s'y prenait pour gagner une course. Elle repérait le trajet et traçait un nouveau parcours plus court qu'elle empruntait lors de l'épreuve. Maintenant que les lunes d'été et du temps des semences étaient passées, elle s'offrait à expliquer aux humains du clan de l'eau comment elle arrivait à se déplacer sur n'importe quel terrain sans déranger la moindre feuille. Les chasseurs et traqueurs n'étaient pas certains qu'une femme puisse leur apprendre le savoir-faire qui leur était habituellement enseigné par d'autres hommes. Mais la mère de clan avait gagné la course et par conséquent le pari de battre tous les hommes engagés dans la compétition. Très surpris, les hommes commencèrent à la regarder autrement. Quelques-uns se réjouissaient même qu'elle puisse leur enseigner de nouveaux savoir-faire, qui les mettraient sûrement en bonne place au festival des moissons, au rassemblement de tous les clans de leur tribu, pour rendre grâce pour la récolte abondante. La grande femme qui marche travaillait avec les hommes du clan de l'eau pendant toute la période des lunes d'été. Ils passèrent du temps à observer chaque jour sa façon de faire pour acquérir de nouvelles compétences. Elle leur montra comment exécuter au mieux la plupart des activités qu'elle devait faire. Elle leur montra comment l'antilope, lorsqu'elle est pourchassée dans les plaines, se sert de sa grâce et de son sens de l'équilibre pour bondir à travers les hautes herbes. Ses élèves s'entraînaient à rebondir sur la pointe des pieds, ce qui leur donnait une autre démarche quand ils couraient. En ayant recours à la médecine de l'antilope, qui est grâce, promptitude et engagement, ils s'entraînèrent ensemble à marcher sur des troncs d'arbres couchés qui risquaient de rouler, ce qui les obligeait à ajuster leur équilibre à chaque pas. Les hommes du clan de l'eau découvrirent que leur centre de gravité était dans les hanches. Ils apprirent à utiliser leur vision intérieure pour rendre leur corps plus léger en se voyant eux-mêmes comme des antilopes qui pouvaient s'élancer. On aurait presque dit voler dans les airs, pour atterrir légèrement et sans bruit. La grande femme qui marche continua son entraînement en leur enseignant l'art de changer sa foulée, la manière d'utiliser l'intention de se propulser, la compréhension des rythmes du corps en mouvement, ainsi que la façon d'explorer des lieux. À aucun moment, la mère de clan n'essaya de montrer qu'elle était supérieure aux hommes. Dans son rôle d'enseignante, elle ne cessait de les encourager et de soutenir leurs efforts. Elle s'assurait aussi que personne ne se moquait de ceux qui avaient le courage de s'essayer à apprendre quelque chose de nouveau. La grande femme qui marche montra à tout le clan qu'une action peut être 2 fois plus efficace lorsque le nouveau savoir-faire a été affiné. Même les plus petits imitèrent leurs aînés en trouvant de nouvelles façons de participer aux travaux nécessaires à une vie de camp harmonieuse. La mère de clan de l'innovation se réjouissait quand des jeunes découvraient de nouvelles manières d'être productifs, aussi bien que lorsqu'ils inventaient de nouveaux jeux accessibles à tous les enfants. Les femmes exultaient de voir leurs hommes revenir aux huttes à chaque coucher de soleil
avec le sourire et plein d'assurance à cause de ce qu'ils avaient accompli pendant la journée. Du fait que chacun des membres du clan se préparait aux compétitions du grand rassemblement, il n'y eut qu'elle pour remarquer que les ragots et les propos mesquins avaient cessé. Comme chacun était à l'œuvre, ils étaient tous heureux et n'avaient ni désir, ni temps à gaspiller en de vains bavardages. La grande femme qui marche avait travaillé dur pour préparer le clan de l'eau à ces jeux de la fête du ralliement de leur tribu. Les talents de la mère de la persévérance furent payants, car le clan de l'eau sortit gagnant, marquant de beaux coups sur les autres clans étonnés. Pour la remercier de ses efforts, les hommes du clan de l'eau lui offrirent un cheval. La grande femme qui marche fut profondément touchée par ce geste, parce que les chevaux étaient rares en ces temps-là. La plupart des clans ne comptaient guère qu'une douzaine de chevaux pour plus d'une centaine de personnes, la majeure partie de leurs biens et bagages étant portés par leurs chiens fidèles. La mère de clan décida d'accepter le cadeau et prononça quelques mots concernant la médecine du cheval. Elle expliqua au clan de l'eau que le pouvoir de la médecine du cheval était dans le bon usage de ses dons, talents et capacités. Le cheval enseignait à ceux à deux jambes à équilibrer les dons des mondes visibles et invisibles. Comme le cheval, ceux à deux jambes avaient appris à être sur la terre, mais aussi dans le souffle du vent. Quand les deux mondes se rejoignaient, l'équilibre était atteint, ce qui permettait aux humains de voir la beauté de l'esprit qui vit et travaille à travers leur forme physique. Dans cette harmonie, pouvoir physique et pouvoir spirituel étaient en unité. Le cheval enseignait à utiliser la volonté, l'endurance, l'autorité et les talents d'une manière convenable, sans en abuser ni en mésuser. La grande femme qui marche remercia les hommes du clan pour leurs cadeaux et leur rendit grâce au grand mystère. Et elle rendit grâce au grand mystère pour cette série de succès et pour les nouvelles compétences qu'elle avait acquises. Elle était particulièrement reconnaissante du fait qu'ils aient lâché leur peur d'apprendre et d'entreprendre, car cette peur les aurait détournés de la victoire dans les jeux. La lune des feuilles rousses arriva, apportant bien d'autres enseignements au clan de l'eau. Après les moissons et les récoltes de nourriture sauvage dans la forêt, le clan se prépara pour l'hiver qui venait. La joie de la victoire maintenait le clan dans une énergie productive et personne n'avait oublié les manières innovantes d'accomplir les tâches. Mais la mère de clan percevait un changement qui la troublait. Cette transformation subtile n'était pas notable pour les membres de son clan, mais en tant que gardienne de la façon de guider les hommes, elle avait conscience que quelque chose allait de travers. Il fallait éclaircir la situation et y remédier. C'est pourquoi la grande femme qui marche observa et attendit, continuant ses propres activités en silence, jusqu'au moment opportun.
La lune des feuilles rousses arriva, apportant bien d'autres enseignements au clan de l'eau. Après les moissons et les récoltes de nourriture sauvage dans la forêt, le clan se prépara pour l'hiver qui venait. La joie de la victoire maintenait le clan dans une énergie productive. Excusez-moi, j'ai déjà lu. Je reprends. J'ai mon chat qui me perturbe. Mère Nature avait donné aux feuilles des arbres les couleurs brillantes du coucher de soleil. Elle avait amené aussi les premières gelées qui signalaient l'approche de l'hiver. La grande femme qui marche partit dans la forêt pour se retrouver seule. Elle voulait examiner les solutions qui s'offraient à elle pour aider les enfants de la terre à traverser les changements qu'elle percevait et qui pouvaient les détourner d'un comportement juste envers la vie. En effet, les disputes avaient recommencé entre les femmes, les hommes étaient mécontents et, entre les enfants, les prises de bec avaient remplacé la camaraderie d'avant, du temps des lunes jaunes de l'été. La grande femme qui marche s'allongea sur un lit de feuilles aux couleurs chaudes pour que la lumière de grand-père Soleil vienne réchauffer sa peau. Ce moment exceptionnel d'inactivité et de réflexion l'amena dans un état de conscience subtil, où elle se trouva à chevaucher dans les vastes plaines d'un paysage donné par le rêve. Plus son corps devenait une extension vivante de son coursier, plus le galop se faisait rapide. La grande femme qui marche penchait la tête en avant. Ses cheveux se mêlaient à la crinière de son compagnon à quatre pattes, dont le nom était « Cours avec les vents ». Ensemble, ils galopaient à travers les steppes d'herbes dorées, balayées par le vent, et elle exhortait l'étalon d'une légère pression des genoux. Les forêts des contreforts se rapprochaient en même temps que son esprit s'unissait à l'allure et au rythme puissant de l'étalon. Alors sa perception changea, et elle vit à travers les yeux de Cours avec les vents. Le changement de forme fut total lorsque la grande femme qui marche fusionna avec son compagnon de galop. Elle sentit le pouvoir des quatre jambes retentir sur la distance. À l'approche des contreforts, un regain d'énergie monta dans son corps quand ils arrivèrent aux collines boisées. Cours avec les vents s'arrêta sous les arbres de la forêt. Et la magie retomba lorsque les perceptions de la grande femme qui marche réintégrèrent sa forme humaine. L'exubérance et le sentiment de puissance qui la submergeait continuaient cependant à courir à travers ses veines quand elle descendit du cheval. En attachant l'étalon pour le faire paître, elle eut la sensation d'être observée. Elle suivit son intuition et leva le regard vers les branches d'un chêne robuste. Juste à temps pour voir la lionne des montagnes bondir et tomber gracieusement à ses pieds. Elle tourna très vite la tête vers l'étalon, mais vit qu'il n'était pas du tout intéressé par le gros chat. Le comportement du cheval la surprit. Mais dans le temps du rêve, il n'existe rien de menaçant entre les animaux. Alors, elle se détendit.
La lionne des montagnes, jouant de son effet de surprise, commença à parler. Mère, tu marches avec moi depuis le début de ta vie physique. Mais c'est seulement maintenant que tu as suffisamment ralenti pour que je puisse venir te parler. As-tu oublié ma médecine de guider par l'exemple? Très étonnée, la grande femme qui marche resta sans voix pendant un moment. Que veux-tu dire, lionne? J'ai toujours fait en sorte que ma démarche respecte l'équilibre et que mes actes expriment mes intentions. Aurais-je oublié d'accomplir quelques devoirs ou de mener à bien une action pour montrer aux autres l'intégrité de ma démarche? Non, mère. Tu as été un excellent exemple pour tes enfants. Tu t'en engagé dans les actions qui étaient nécessaires. Tu t'es toujours montrée bienveillante, attentive et franche. Tu as indiqué à tes enfants de nouveaux chemins et des façons innovantes de corriger leurs mauvaises attitudes. Et tu les as incités à suivre les désirs de leur cœur. Mais tu n'as pas équilibré tes actes avec la force du non-agir. Tu as été si occupé par ce que tu avais à faire que tu as oublié de prendre le temps de réfléchir et de rassembler tes pensées, tes rêves et ton énergie. C'est la première fois au cours de ta marche sur Terre que tu t'es suffisamment détendu et reposé de ton exigence d'être un parfait exemple pour pouvoir laisser tomber les barrières qui t'empêchent d'être enfin un être humain. La grande femme qui marche s'assit, interloquée. Elle réalisait que la lionne des montagnes avait raison. Les larmes qu'elle avait retenues pendant tant d'hivers de sa vie humaine commencèrent à couler. Des sanglots la secouaient si fort de l'intérieur qu'aucun son ne pouvait sortir de sa bouche. Elle essayait de reprendre son souffle. La multitude des chagrins qu'elle avait ressentis en étant frustrée ou blessée par les façons d'agir des autres, elle l'avait enterrée dans les neiges de son cœur gelé. La grande femme qui marche était prête à abandonner l'illusion qu'il lui fallait être surhumaine. Dans ses efforts pour se présenter comme un exemple impeccable, elle avait enfoui ses besoins humains en ne se coupant que de ce qu'il y avait à faire. Sa conduite et son ambition d'être au mieux de sa personne l'avaient menée sur un chemin de solitude qui voulait qu'elle ne montre jamais ses sentiments. Elle avait placé toute son expérience spirituelle en dehors d'elle-même, ne laissant jamais en elle l'espace pour ressentir et intégrer les enseignements au plus profond de son humanité. Quand enfin elle reprit son souffle et cessa de pleurer, la lionne des montagnes continua. Guider par l'exemple est un chemin de beauté, mère. Si tu es un exemple pour les autres êtres humains, il faut leur montrer qu'un humain ne doit pas être jugé quand il a des faiblesses. Permettre aux larmes de couler est le premier pas dans la transformation. Faire des erreurs est le chemin qui permet aux qualités de s'affiner. Tu as maîtrisé la persévérance. Tu as maîtrisé l'innovation. Tu as maîtrisé l'initiative. Maintenant, il est temps que tu t'autorises à devenir une femme avec des sentiments, un être humain. Cette vulnérabilité est une force
pas une faiblesse. Profondément enfouie à l'intérieur de toi, il y a la vérité dont tu as peur. Tu as senti que si tu ralentissais et prenais du recul quand tu en avais besoin, la vérité pourrait bien te rattraper. Cette vérité, c'est que tu es humaine. La lionne attendit un instant pour que ces mots touchent le cœur de la mère de clan, puis elle poursuivit. Tu as développé ta constance, ton excellence, ta faculté de réconforter les autres, mais tu es terrorisé à l'idée de te réconforter toi-même. Quand tu pourras t'autoriser à montrer ta vulnérabilité en acceptant de t'en remettre à quelqu'un d'autre, cela voudra dire qu'enfin, tu auras appris à te faire confiance à toi. Lorsque tu vas au-delà de ton endurance et t'échappes ainsi de la vérité de ton humanité, le signal que tu envoies au monde n'est pas celui que tu crois. Tu dis aux autres que tu es intouchable, n'arrêtant pas de t'activer du matin au soir. Tu as peur de la tranquillité parce que tu as peur d'affronter les critiques de ton ombre. Cette part d'ombre aimerait tant te raconter que tu n'es pas digne de repos ni de plaisir, ou d'une vie qui rassemblerait autour de toi de véritables amis qui respectent ton humanité, et un compagnon compréhensif qui t'aimerait pour qui tu es, et non pas pour les choses que tu accomplis. La grande femme qui marche sentit les larmes de la transformation couler doucement, comme de petits ruisseaux paresseux, le long de ses joues. La vérité avait pris racine dans son cœur, et la graine du changement avait été plantée dans son ventre. La gestation durerait jusqu'au temps où la mère de clan pourrait donner naissance à son nouveau soi, plus vulnérable. Elle s'assit et réfléchit à ce que la lionne des montagnes lui avait dit, puis demanda: comment puis-je être un exemple pour les autres femmes, lionnes des montagnes, alors que c'est pour moi-même que je dois apprendre ces enseignements? Tu es la mère de l'innovation. Dans le monde présent, la femme a choisi le rôle de prendre soin des autres. Mais l'équilibre est à trouver. La terre-mère est prête et désireuse de nourrir ses filles. Mais ces filles doivent veiller à prendre le temps qui leur est nécessaire pour s'occuper d'elles-mêmes. Tu as enseigné à tes enfants humains que le centre de gravité du corps est le pelvis. Pour les hommes, c'est à cet endroit que leurs testicules étaient nichés avant la puberté. Pour les femmes, cet espace est l'utérus. En tant que mère de la force créatrice, les femmes doivent comprendre leur rôle nourricier envers les graines des rêves de demain pour la famille planétaire, aussi bien que leur rôle de donner vie aux nouvelles générations. Dans cette tâche, toute femme doit s'engager à prendre le temps qui lui est indispensable pour se retirer durant ses règles quand son vagin est ouvert à la lumière. Ce temps particulier de la lune est celui où la terre-mère nourrit toutes les femmes qui veulent bien passer quelques jours et nuits pendant leurs règles en total silence, devenant ainsi les réceptacles de l'amour qui provient du grand mystère. Pendant les autres jours de leurs règles, elles peuvent rester en compagnie de leurs sœurs, partageant leur expérience, leurs réalisations artistiques, leurs pensées intimes. Au moment de leurs règles, les femmes ont le pouvoir de demander du fond de leur cœur à disposer de n'importe quelle énergie parce que leur ventre est prêt à la recevoir.
Voilà une nouvelle tradition que tu peux initier dans la tribu humaine et qui te servira à découvrir ta propre humanité. La grande femme qui marche vit la possibilité de créer une nouvelle tradition pour la femme, qui permettait à toutes les femmes de trouver leur équilibre. Elle comprit qu'une bonne partie des disputes des femmes du clan, par exemple, était probablement due à la fatigue et au fait qu'elles ne prenaient pas le temps de se ressourcer dans l'énergie d'amour de la terre-mère. Elles étaient souvent prisonnières de vieilles habitudes mesquines et capricieuses qui étaient venues avec ces temps-là d'épuisement. Dans son rêve, une large perspective se déploya. Le temps du rêve semblait toujours lui fournir des alternatives aux vieilles habitudes limitatives. La grande femme qui marche était à présent suffisamment calme pour avoir accès aux opportunités qui s'ouvraient devant elle. Quand elle revint de ce dont elle prenait conscience, la Lignonne des montagnes lui parla à nouveau. « Jamais tu n'as eu pitié de toi, grande femme qui marche. Tu as adoré être active et tu as bien camouflé ton ombre. Mais l'ombre n'a eu aucune pitié de toi et elle t'a amené au-delà des possibilités humaines. Tu as fait des promesses qui en réalité t'ont forcé à rester sous la coupe de l'ombre. Non pas que tu aies abusé de ton pouvoir de meneuse en heurtant les autres, mais c'est la confiance que les autres femmes plaçaient en toi en tant que modèle que tu as trahi. Tu t'es chargé d'être un exemple qui briserait le dos à n'importe quelle bête de trait. L'âne transporte la médecine de porter sur ses épaules sa responsabilité. Mais il sait aussi refuser et se braquer quand le fardeau est trop lourd. Il y a une très grande force intérieure dans le fait d'avoir de la compassion envers soi-même. Tu peux te permettre d'être un exemple pour les autres femmes en leur montrant que tous les humains ont droit au repos et au plaisir. L'exemple que tu donnes alors de consacrer du temps à ces besoins te libérera, toi et toutes les autres femmes qui se tournent vers toi pour être guidées. Excuse que tu n'as ni le temps ni l'espace pour prendre soin de toi ne te blesse pas seulement toi, mais elle est néfaste pour bien d'autres femmes parce qu'elle donne à l'ombre son emprise. La lionne des montagnes attendit l'impact de ces mots sur la grande femme qui marche avant de continuer. Te souviens-tu du jour où tu es passé à côté de moi en courant aussi vite qu'un feu de prairie? La mère de clan hocha affirmativement la tête et la lionne des montagnes reprit. Du haut d'une branche, je t'observais couper à travers les fougères du sous-bois. Je n'étais pas surprise parce que je t'avais vu auparavant partir en exploration sur cette piste. Je me demandais si tu allais t'enfuir en courant du totem qui te protège, et bien sûr tu l'as fait. Les autres coureurs étaient loin de te rattraper, et pourtant il te fallait courir pour être sûr de pouvoir les éclipser d'une façon si brillante qu'elle en est devenue gênante. Tu n'as montré aucune pitié envers toi-même ou envers la dignité de tes équipiers, de ta contrepartie masculine. Je léchais mes pattes, te montrer que tu pouvais ralentir. Et tu n'avais qu'une idée en tête. Et tu ne t'es pas soucié de mon exemple. La mouflette pourrait t'apprendre quelque chose, grande femme qui marche, si tu prenais le temps d'écouter.
La mouflette est en relation avec la réputation et la faculté d'attirer ou de repousser ce dont on a besoin dans sa vie. Tu t'es tellement soucié de ta réputation d'être quelqu'un d'entreprenant que tu as attiré ton ombre impitoyable et tu as rejeté la petite voix intérieure qui te suppliait de prendre le repos dont tu avais besoin. Et comme la mouflette, on dirait que ça commence à sentir mauvais dans ta situation. La grande femme qui marche abandonna son sérieux et éclata de rire en entendant la description que lui faisait la lionne des montagnes de la condition nauséabonde dans laquelle elle s'était fourrée. La tension était tombée et la mère de clan en oublia de se blâmer intérieurement pour sa conduite forcenée. Elle se secoua de sa honte en prenant la décision d'être bienveillante envers elle-même et donc de donner à ses sœurs, par son exemple, la permission d'être tendre pour elle-même. Elle posa une dernière question à la lionne des montagnes, confiante qu'elle serait soulagée du poids sur sa poitrine causé par tant de lune à respirer sans intériorité. Je suis fatiguée d'être à moi-même mon seul soutien, d'avoir peur de faire confiance et d'être vulnérable. Lionne des montagnes, lorsque je contacterai ma propre compassion en me retirant dans le respect du silence, seras-tu ma compagne et mon allié? La lionne des montagnes s'étira et bâilla. Puis elle répondit. J'ai toujours cheminé avec toi, mère. Tu étais juste trop occupée pour le remarquer. Tu avais peur d'être tranquille et seule avec toi-même. C'est pourquoi tu ne pouvais pas entendre ma voix. Mais rien ne changera dans ma dévotion envers toi, ni envers ta croissance spirituelle. Nous sommes sœurs et liées ensemble par les liens qui font que toutes les existences féminines sont parentes. La grand-mère Lune montre son visage pour éclairer nos peurs cachées aussi bien que nos forces. Avec le cycle de la Lune, nous trouvons notre équilibre. Nous nous confrontons à notre pardon. Nous partageons nos joies et nos chagrins. Et puis, nous voyons et rencontrons le monde comme autant de sœurs de cœur. Profondément touchée, la grande femme qui marche sentit de nouveau ses larmes couler. Cependant qu'elle avait ramené de la vision donnée par le rêve jusqu'au monde tangible par quelqu'un qui léchait de vraies larmes sur son visage. Elle ouvrit les yeux et vit l'incarnation physique de la lionne des montagnes qui léchait ses joues pour l'assurer que sa vision était bien réelle. La gardienne de l'art de guider mit doucement sa main sur la crinière de la lionne et caressa la douce fourrure de sa sœur. Le regard mordoré de la lionne des montagnes transperça le cœur de la mère de clan. La dernière barrière s'effondra quand celle-ci vit la douceur et la vulnérabilité de son propre visage se refléter dans les yeux de la lionne. C'était le visage du soi compassionné qui se trouvait réconforté par un animal sauvage qui l'enseignait. La lionne des montagnes posa une patte sur la grande femme qui marche, la forçant à expirer l'air qu'elle avait retenu par appréhension. La lionne resta ainsi jusqu'à ce que la grande femme qui marche souffle à fond. Puis le chat géant vint s'allonger à côté d'elle. La mère de clan prit la plus profonde inspiration qu'elle ait jamais prise depuis de nombreux hivers, et elle sentit la force vitale exploser à l'intérieur d'elle
apportant une sensation nouvelle de confort et de détente à son corps fatigué, émotionnellement éprouvé. Elles restèrent couchées l'une contre l'autre, jusqu'à ce que la face ronde de la grand-mère lune apparaisse là-haut, sur le manteau pourpre de la nation du ciel. Dans la magnifique lumière de la pleine lune, un nuage changea de forme pour montrer à la grande femme qui marche les graines du changement que ses larmes avaient plantées dans le monde tangible. Elle était revenue du monde du rêve pour initier une nouvelle tradition pour les femmes qui allait servir toutes ses sœurs jusqu'à la fin des temps. L'être du nuage changea de forme pour figurer un quetzal, rappelant que le quetzal apporte la médecine de l'esprit pleinement libre, sans retenue, et désireux d'exprimer tous les aspects du soi. Si on l'attrape et le met en cage, le quetzal meurt. La grande femme qui marche pensait à la cage qu'elle s'était elle-même créée et comment la part d'ombre avait trouvé le moyen d'étrangler sa liberté d'exprimer ses besoins, ainsi que sa confiance dans le fait que les autres pouvaient comprendre son humanité. La forme du quetzal que dessinait le nuage lui rappelait aussi qu'il était temps de guider les autres femmes à l'exemple du quetzal. Dans sa façon de s'exprimer dans sa démarche, la mère de clan n'imposerait plus jamais à aucun autre être humain ses propres limitations ou ses attentes impossibles. La pleine liberté qu'elle trouvait en acceptant son humanité sans jugement allait éclairer son chemin. Elle avait découvert la force qui réside dans le retour à soi et la sagesse du lâcher-prise. La lionne des montagnes resta avec elle toute la nuit et fit en sorte qu'elle bénéficie de la chaleur et du réconfort que prodigue une véritable alliée. Quand grand-père Soleil se leva pour briller sur tous ses enfants, la grande femme qui marche retourna au campement. Elle y fut accueillie par les membres du clan de l'eau, comme si elle n'avait jamais été absente. Ils ne s'étaient pas souciés d'elle parce qu'elle avait eu de cesse de leur présenter son côté invincible. La leçon était cinglante. Mais elle força la mère de clan à réaliser qu'elle s'était sabordée elle-même de 1000 façons. Elle s'était montrée trop indépendante et distante. Pendant les quelques jours qui suivirent, la grande femme qui marche réunit un conseil de femmes où elle se sentit suffisamment vulnérable pour raconter son histoire et laisser tomber le soi intouchable d'auparavant. Elle fut surprise par les larmes de joie et de soulagement de ses sœurs. Leur embrassade, pleine de gratitude, la bouleversèrent en lui faisant entrevoir de nouvelles perspectives. Beaucoup étaient reconnaissantes du nouvel exemple qu'elle offrait. Certaines la prirent à l'écart pour lui donner les présents qu'elles avaient préparés pour célébrer son rite de passage. Quelques sœurs avaient très envie de lui confier les craintes qu'elles avaient éprouvées de ne pas être à la hauteur de ses performances exemplaires, et d'autres lui avouèrent leur ressentiment quand leur mari se servait de la comparaison avec la mère de clan pour les mortifier. Ces journées apportèrent de grands bienfaits aux femmes du clan de l'eau, créant de nouveaux liens de sororité qui ne pourraient que continuer à l'avenir.
Le conseil des femmes s'assemblait comme un seul corps, où toutes étaient égales, en un cercle, chacune ayant sa propre voix. À travers cette unité, elles décidèrent de la façon de mener les huttes de lunaison pour permettre à chaque femme d'avoir le temps de se retirer. Chacune prendrait la responsabilité des charges d'une amie lorsque celle-ci aurait ses règles. Les grands-mères s'engagèrent à prendre soin des jeunes pendant que les tantes et les sœurs se portaient volontaires pour faire la cuisine et s'occuper des feux. Ainsi s'est formée il y a bien longtemps, en cette saison des feuilles qui tombent, la sororité de la lune de lunaison, laissant un héritage en toutes les femmes qui vivraient des liens en confiance. Une confiance qui perdurerait à travers les mondes futurs. La grande femme qui marche s'émerveilla des changements qui se faisaient en elle, ainsi que de la force qu'elle trouvait dans la médecine de ses sœurs. En se révélant elle-même, elle avait involontairement gagné une grande famille et un système de soutien. En tant que mère de l'innovation, elle comprit que de nouvelles façons de vivre pouvaient créer de nouvelles traditions pour servir l'humanité entière. Elle chanta un chant de grâce à la terre-mère et à la grand-mère lune, comprenant pour la première fois peut-être ce qu'était d'être un guide solide en même temps qu'une femme vulnérable. Maintenant, la grande femme qui marche écoute les voix de ses sœurs en train d'apprendre les leçons de marcher en s'exprimant soi. Avec compassion, elle attend que certaines ralentissent et que d'autres lâchent leur peur et entreprennent les actions nécessaires pour prendre la responsabilité de leur vie. Son cœur reste ouvert et son esprit est maintenant empli de la tendre compassion qu'elle a appris à ressentir et qu'elle a acquise à travers les douloureuses leçons de son propre passage. Par exemple, la seule conquête qu'elle enseigne est la conquête sur sa part d'ombre. Comme le Quetzal, elle fait signe à ses sœurs d'exprimer librement qui elles sont et de suivre ses désirs de leur cœur, les désirs de leur cœur, en découvrant leurs rêves intimes à travers la force qu'elles trouvent dans leur retraite. La grande femme qui marche souffle partout à l'oreille des femmes que toutes les sœurs et la terre-mère sont disposées à nourrir et à soutenir toute femme désireuse d'honorer son droit à être et qui en prend l'engagement vis-à-vis d'elle-même. Ao. Voilà, la lecture du conte de la grande femme qui marche est achevée. Je vous souhaite à chacune et à chacun un bon cycle lunaire. Voilà, je reste disponible pour un échange.